20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le 18 mars 2018, c'est la date retenue pour le prochain Dakar de Médina Gounass. Clôture, selon dit, dans la ferveur religieuse, prière, dévotion, prise en charge sanitaire, mesures de sécurité. L'édition de cette année aura marqué les esprits. Et puis, un tourisme à fort potentiel en quête de relance. L'envol du secteur est chanté de tous. Sa relance est dans la bonne voie, au-delà des mesures prises par l'État. Quel aspect privilégié? Question dans ce journal. Tourisme balnéaire ou d'affaires dans l'ère du numérique? Réponse dans cette édition avec ce reportage qui clôt la série sur le tourisme. Une autre série commence selon dit, celle que la rédaction consacre à l'hygiène sous toutes ses formes. Premier site visité, l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Vous allez le voir, c'est tout un dispositif qu'on ne voit pas toujours, qui est mis en branle au quotidien. Bonsoir à tous. Fin ce matin du Dakar de Médina Gounass. Sur place, l'occasion a été saisie par les parties prenantes de procéder aux esquisses de bilan. Pour cette année, le service de santé est particulièrement mobilisé. Résultat des courses, plus d'actions réalisées en attendant l'édition de 2018 prévue le 18 mars prochain. C'est bon, ça 10 mars 2018, c'est la date retenue pour le démarrage du prochain Dakar de Médina Gounass. Révélation faite ce lundi matin, jour de clôture de l'édition 2017. 10 jours durant lesquels les fidèles qui ont fait le déplacement ont partagé d'intenses moments de dévotion. Pour l'accompagnement, les services techniques étaient au cœur de l'opération et parmi eux, la région médicale de Kolda. Les personnes consultées, les statistiques que nous avons eues ce matin, nous sont autour de 3000 personnes consultées, toutes causes confondues. Au-delà, effectivement, des cas liés au sinistre que nous avons vécu, les pathologies classiques recensées, c'est surtout l'hypertension artérielle qui vient. Il y a des cas de diabète, il y a également des problèmes liés au diarrhée, les cas de déshydratation, la fatigue, l'asthénie, donc, et les crises d'asthme, parce que c'est une zone où il y a du vent et de la poussière. C'est essentiellement les 5 à 6 pathologies qui ont prédominé un peu dans les motifs de consultation. Un dispositif qui a également aidé à atténuer les souffrances lors de l'incendie enregistré cette année au Dakar. En plus des équipes de santé, tout le monde s'y est mis pour concourir en tout cas à la gestion. Tout cela avec donc la coordination intelligente des agents de santé, ce qui a fait que tous les malades, tous les blessés ont déjà bénéficié des premiers soins et du bon triage déjà sur le site du Dakar. Ce qui fait qu'au niveau de santé, toutes les personnes qui ont été reçues sont arrivées déjà avec des voies veineuses qui ont été placées depuis le site. D'importantes mesures allant dans le sens d'une meilleure organisation de la retraite spirituelle sont annoncées par les pouvoirs publics. Des changements notoires devraient être visibles dès le prochain Dakar, c'est-à-dire dans 11 mois. Le coordonnateur du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, Puma, est en tournée pour 3 jours au centre du pays. À Kaolack, la délégation a visité 8 villages frontaliers avec la Gambie. À Nioro, sur place, le contenu du programme a fait l'objet de débats. Les populations sont revenues sur les difficultés de leur localité et sur beaucoup d'autres questions. Claire Diop. Tournée d'information et de sensibilisation sur les missions et objectifs du PUMA, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers au centre du pays. Première étape, Nioro dans la région de Kaolack. Ici, 5 communes sont frontalières avec la Gambie. 8 villages ont été visités. Et dans ces localités, il est noté un manque criard d'infrastructures et d'équipements sociaux de base. Absence de centres de santé, de pistes de production d'électricité. La liste est longue. Pour les populations bénéficiaires, le PUMA vient à son heure. Sa mise en œuvre est une aubaine. Elle va permettre l'amélioration sensible des conditions de vie et de travail. Le problème numéro 1 de l'enclavement. C'est à la 5e place que se situe l'électricité. Donc, si aujourd'hui un tel programme nous vient avec des pistes et qu'ils disent que la priorité, c'est les pistes, donc nous pouvons qu'applaudir avec les 2 mains. Le comité de pilotage face aux populations a mis l'accent sur les 3 composantes du programme, désenclavement, développement durable et sécurité. PUMA a été créé au terme du décret 2016-1543 du 3 octobre 2016, qui est une volonté politique de M. le Président de la République
de désenclaver les zones frontalières, de doter ces zones frontalières des équipements et des infrastructures de base et d'assurer aussi la sécurité au niveau de ces zones frontalières. Une commission de suivi est installée dans chacune des 10 régions frontalières et les gouverneurs en assurent la présidence. Nous avons donc rencontré les populations, les bénéficiaires de l'action ou des actions du PUMA. Nous avons échangé avec elles et nous nous sommes rendus compte de visu, pour l'avoir constaté, donc de l'engouement suscité par le PUMA auprès de ces populations. Nous nous sommes également rendus compte de leur volonté d'accompagner le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement pour que les actions prévues dans le cadre du PUMA soient réalisées. L'équipe de Kaolack est plus que mobilisée pour la concrétisation du PUMA dans la zone. Le projet prend ainsi en charge les préoccupations des populations concernées. La vision est l'expression d'une ambition réelle de l'État du Sénégal de promouvoir un développement harmonieux et équilibré du pays. Pour une meilleure prise en charge des populations au niveau social, sur le plan social, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a tenu un atelier d'échange de 2 jours. Il a pour thème de la croissance économique inclusive, initiative conjointe pour la convergence locale et le changement d'échelle. Voici le reportage de Fatoumata Savané. Dans une dynamique de fédérer toutes les synergies pour une meilleure couverture sociale des populations vulnérables, la délégation générale de la protection sociale et à la solidarité nationale et ses principaux partenaires sont en conclave pour 48 heures afin de définir les perspectives pour que la protection sociale reste une des priorités pour le gouvernement du Sénégal. Le programme alimentaire mondial, au niveau global, s'est engagé d'accompagner les gouvernements dans la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 2, qui consiste à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Ensemble, faire une cartographie. Qui fait quoi? Qui intervient? Quel type d'action? Quel type de protection sociale est mise en œuvre au Sénégal. La deuxième chose, c'est ensemble voir est-ce qu'il y a des axes de synergie possibles, est-ce qu'il y a des axes de convergence possibles. Et alors, une fois que cela aura été identifié, comment pouvons-nous ensemble aller vers un changement d'échelle? Ces journées de réflexion au profit du renforcement de la politique de la protection sociale seront un tremplin vers la croissance économique inclusive. Maintenant, on parle beaucoup plus donc de protection sociale avec une approche cycle de vie. La protection sociale, c'est beaucoup plus un investissement humain. Et dans le PSE, vous êtes donc en mesure de décortiquer. Donc le président de la République a défini donc l'investissement autour du capital humain donc sénégalais. Et donc ça permettrait donc de couper donc le cycle vicieux de la pauvreté. Et tout cela fait que donc ce sont des investissements forts dont on a besoin et nous devons être ensemble, mettre à synergie parce que nous ne pouvons pas nous permettre en tout cas d'avoir des initiatives éparpillées, d'autant plus que nous n'avons pas les moyens. La protection sociale connaît des avancées telles que la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances ou encore les bourses familiales. Mais pour les participants, il y a encore à faire pour assurer de meilleures conditions de vie pour les populations vulnérables. Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la Banque islamique de développement, va investir 10 milliards de francs CFA pour la construction de 64 daras modernes. Les travaux de construction de ces écoles ont officiellement démarré avec la pose de la première pierre du dara moderne de Taïba Niassène, cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation et le khalife des Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Pape Kolingam. Taïba Niassène, localité située dans le département de Nioro, région de Kaolack. C'est dans cette cité religieuse de Maulana Cheikh Ibrahim Niass Tibaye que les travaux de construction des 64 daras modernes prévus dans le cadre du projet d'appui à la modernisation des daras sont officiellement lancés. Nous avons choisi de le faire ce jour en ce lieu parce que c'est une cité religieuse en présence du khalife
Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass, qui aujourd'hui représente tous les khalifes généraux du Sénégal, pour que ces derniers prient pour que ce projet du président de la République puisse connaître un succès. Et nous avons attendu le début des travaux pour procéder à la pose de la première pierre. Ce projet est un projet important pour l'intégration de l'enseignement arabo-islamique dans le système éducatif de notre pays. C'est un projet de 10 milliards de francs CFA financé par l'État du Sénégal et par la Banque islamique de développement. Le Dara moderne de Taïba Niassène fait partie des disques contre l'Académie de Kaolack. Sa construction, financée à hauteur de 100 millions de francs, comprend plusieurs ouvrages. Le Dara moderne est constitué d'un bloc administratif, de 2 blocs pédagogiques, de 8 classes pour les Dara publics et de 5 classes pour les Dara non publics. Un bloc de 6 latrines disposant de 2 sections, filles et garçons, et d'une salle de prière, et enfin d'une aire de jeu. Il y a le type 1 qui est en construction à étage et le type 2 qui est en construction architecturale de rez-de-chaussée. La construction de 64 Dara modernes, dont 32 publics et 32 non publics, est le fruit de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et le groupe de la Banque islamique de développement. Cette cérémonie m'offre l'occasion de magnifier encore une fois l'excellence de la coopération entre le groupe de la Banque islamique de développement et la République du Sénégal. Cette coopération qui date de plus de 40 ans et qui n'a cessé de s'intensifier au fil des années. Mais xam-xam ci la population yi di yëkkatikoo ci la dooleeku am ci la nit ki di yëgee boppam ci la nit ki di sawar pour def ngeen def ci seen kattan def ci seen doole def ci seen temps dëgg-dëgg ñun ñoo am seen pay. ñu gërëmal ñu président ne ko mu ngi teew ak ñun comme ni mu bëggee teewee ak ñun tamit ñu ngi teew ak moom ndax dëgg-dëgg jox na Sénégal beneen kanam bu mu amutoon daal. Le PAMOD, projet d'appui à la modernisation des Dara, se déroule dans cette région du pays. Il va durer 4 ans et permettre l'élargissement, la démocratisation de l'accès et la diversification de l'offre éducative. Dans cette édition, nous recevons le professeur Lamine Gueye, recteur de l'Université de Bombay, qui fête ses 10 ans à partir de demain. Bonsoir, monsieur Gueye. Bonsoir, monsieur Gueye. Bienvenue sur ce plateau. Alors, l'Université de Bombay, on en entend parler, mais exactement, qu'est-ce qu'on procure comme enseignement là-bas à Bombay? L'Université de Bombay, qui a 10 ans maintenant, est une université qui a travaillé dans l'ouverture de filières scientifiques innovantes et professionnelles. C'est une université entièrement STEM, Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques. Elle a 3 UFR et un institut de formation à distance. Dans le cadre de l'innovation pédagogique, les efforts ont été faits pour créer des filières qui répondent à la demande de l'emploi, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des entreprises. Je peux citer par exemple au niveau de la faculté des sciences, la filière licence et maîtrise en statistique informatique décisionnelle. Je peux citer au niveau de l'UFR de santé, la santé communautaire et la licence maîtrise développement durable qui vient d'ouvrir cette année. Je peux citer au niveau de l'UFR d'économie, management et ingénierie juridique, la filière ingénierie juridique, mais aussi la filière ingénierie du développement territorial. Donc vous voyez qu'un effort important a été fait pour proposer au Sénégal des cadres capables de répondre à ces questions de société. Un autre effort fait dans le cadre du pédagogique, c'est la pacification de l'espace universitaire, afin de pouvoir dérouler le programme conformément aux normes universitaires, c'est-à-dire commencer les cours début octobre et les finir le 31 juillet. D'accord. Alors vous avez combien d'étudiants 3500 maintenant. Pour un corps professoral de combien de personnes? D'une centaine et 100 personnels administratifs, techniques et de services. Alors 10 ans après, quels sont justement les investissements qui ont été faits et pour quelle performance? Alors, l'une des difficultés de l'Université de Bombay à son ouverture, c'était le manque en infrastructure. Mais depuis 3 ans, l'État a décidé d'accompagner cette université par un investissement massif
qui nous permet d'acquérir des amphithéâtres, des salles de cours, des salles de travaux pratiques, des logements pour les enseignants, un centre universitaire, un restaurant. On peut évaluer à l'heure actuelle l'investissement de l'État à Bambey à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Je crois que depuis que l'université existe, c'est la première fois qu'un tel investissement a été consenti en 3 ans. De plus, l'État nous a accompagnés par l'augmentation du budget de 50% il y a 2 ans, mise à la disposition de l'université une vingtaine de postes d'enseignants sur lesquels nous avons recruté 20 docteurs dans les spécialités. Tout à l'heure, vous parliez de pacification. Et ça veut dire qu'à un moment, on n'entend pas justement des bruits de bottes sur le plan scolaire? Non, pas de bruit de bottes, jamais. L'étudiant de Bambey ne fait pas quelque chose qui nécessite qu'on amène les forces de l'ordre, aussi bien à l'intérieur de l'université qu'à l'extérieur. En effet, il y a une approche inclusive, un dialogue permanent établi entre les autorités de l'université et les délégués d'étudiants. Nous les rencontrons chaque semaine pour discuter. Le vice-recteur les rencontre à notre demande pour discuter des problèmes et anticiper sur les questions qui peuvent motiver des grèves. De même, l'administration de l'université rencontre les syndicats, le personnel administratif à sa demande, mais de manière régulière et cyclique aussi le syndicat des enseignants. Ce qui nous permet d'être au courant des difficultés, de proposer des solutions par rapport aux moyens de l'université. Et je crois que c'est l'installation de ce dialogue permanent soutenu avec les acteurs qui permet d'éviter des grèves. Et à Bambey, effectivement, il y a très peu de grèves, et surtout s'il y a grève, elle est de courte durée. D'accord. Demain, donc, c'est la fête, ça commence demain, et ça va se terminer quand? Voilà. Vous avez retenu Nous commençons par des activités plutôt scientifiques, pas par la fête. La fête est prévue le lundi 24, avec la présidence par notre ministre de l'Enseignement supérieur, et nous allons fêter les meilleurs étudiants, les meilleurs enseignants et les retraités. Mais nous commençons plutôt par une activité scientifique importante qui est un colloque qui se penche sur le développement territorial. Vous savez que c'est un sujet très actuel. Comment l'université, comment la recherche sénégalaise africaine peut accompagner la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation, accompagner les territoires sur les levées de fonds, vous savez que c'est extrêmement important, mais aussi sur certaines politiques de santé. D'accord, c'est retenu, on va suivre tout cela. Merci, professeur Lamine Gueye, recteur de l'université de Bombay, l'université Alioune Diop, n'est-ce pas, de Bombay. Merci. Merci, qui fête à partir de demain ses 10 ans d'existence. La direction générale de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et la Fédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme sénégalais réfléchissent pour établir de nouvelles stratégies. À l'ordre du jour, 3 points, dont le crédit hôtelier et la promotion touristique au Sénégal. Damsila. koppar yi nga xam ne danañ ko jagleel hôtel yi moo di poñ bu njëkk bu ñu waxtaanee ci ndaje mi nga xam ne dajale na mbooleem ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu tourisme fii ci Sénégal koppar yooyu nag bu ñu ko xaymaa toll na ci 2 milliards ak. Vous l'aurez compris, c'est le reportage de Damsila, donc en Wolof plutôt qu'en français. Nous reviendrons sur la version française. Nous restons dans le tourisme. Le tourisme sénégalais est passé durant ces 2 dernières années par plusieurs étapes d'une situation de crise. Le secteur est maintenant dans l'espoir de rebondir du fait de l'énorme potentiel touristique du Sénégal. Certes, diverses mesures de relance ont été prises par l'État qui a fait, par exemple, de la Casamance une zone prioritaire touristique d'intérêt national. Mais à Dakar, comme sur la Petite Côte, l'idée avancée par les acteurs du secteur est qu'il ne faut pas tuer le balnéaire au profit du tourisme d'affaires et de découverte, aujourd'hui très en vogue. Ces professionnels disent qu'il faut investir dans les infrastructures hôtelières et s'appuyer sur le numérique pour une nouvelle politique de promotion. Voici tout cela dans ce reportage qui pose la question de l'avenir d'un secteur très rentable avec Issa Thiarogueya. Il y en a qui voient très loin dans le tourisme. L'offre a considérablement changé, expliquent certains acteurs du secteur. Pour eux, pendant une vingtaine d'années ou plus, ont été mis sur orbite le balnéaire, les loisirs et les découvertes. Actuellement, disent-ils,
L'heure est au tourisme d'affaires, celui-là qui fait de Dakar une ville de rencontre. Aujourd'hui, ce qui marche de façon indéniable au Sénégal, c'est le tourisme d'affaires. Ça, c'est continu depuis plusieurs années. À Dakar, il s'est développé réellement un tourisme d'affaires. Quand vous prenez certains hôtels, ils se remplissent, pas avec du tourisme qu'on voyait à l'époque en short, avec des caméras parcourant les rues de Dakar. C'est plutôt des gens bien habillés, avec une cravate, et qui sortent, qui vont dans des hôtels, dans des restaurants dîner, et qui rentrent à l'hôtel, parfois qui sont ensemencés dans ces hôtels ou en congrès. Pour autant, le tourisme d'affaires ne doit point tuer le balnéaire. C'est un gros marché qui peut encore rapporter beaucoup de choses au Sénégal. Il faut encourager le balnéaire parce que c'est le point d'ancrage de tous les voyagistes. En fait, les voyagistes sont beaucoup plus enclins à développer leur production quand ils peuvent s'appuyer sur du balnéaire. Quand il y a du balnéaire possible, ça veut dire qu'il y a du charter ou du transport de touristes avec des engagements, avec des investissements. Ce tourisme a changé parce que ce tourisme a été mis sur cette orbite pendant une vingtaine d'années, disons-le, 20 ans, 30 ans. Maintenant, c'est plus d'époque. L'État l'a compris. Actuellement, ce qu'on appelle, c'est le tourisme d'affaires, le tourisme de découverte. Il faut juste réinvestir dans les infrastructures et insister sur la formation des professionnels. Et après, tout le reste suit, les circuits, la découverte, les excursions. Donc, mais pour encourager la venue de voyagistes, puisque nous, dans notre activité, nous sommes très proches de cette activité, si vous voulez, il y a aujourd'hui le problème sur la Petite Côte, c'est qu'il n'y a pas assez d'hôtels. C'est très limité l'offre. Si vous trouvez par exemple un voyagiste qui est intéressé pour venir l'hiver sur le Cap Skiring, vous allez vite avoir un problème. C'est où est-ce que je vais mettre les clients? De quoi susciter le débat sur l'avenir du tourisme et la promotion du secteur. Selon les acteurs, il faut s'adapter, étant entendu que le numérique est dans tous les bons coups. Aujourd'hui, les voyageurs se sont individualisés, voyagent de moins en moins en groupe, donc ils ont accès à toutes sortes de solutions sur leur tablette, sur leur smartphone. Donc ce sont des sites de réservation d'hôtels, mais également de transferts, aujourd'hui d'excursions. Donc nous sommes souvent au bout de tout ce process et certaines plateformes font appel à nos services, si vous voulez. Donc nous observons que ces possibilités en fait offertes aux voyageurs qui sont branchés sur le numérique ou le digital est vraiment en croissance depuis 4 ans à peu près. Le tourisme, c'est de l'innovation en permanence, révèlent les acteurs du secteur. Aujourd'hui, pour exister, le capitaine d'industrie touristique est obligé d'avoir de la bourse ou savoir diversifier son offre. À l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, c'est le tout sécuritaire, même l'hygiène en aspect sécuritaire assez important dans ce dossier que vous allez suivre. Vous allez voir comment la question de l'hygiène est traitée avec rigueur et minutie de l'aérogare jusqu'à la vidange des aéronefs sur la piste. Le ramassage des débris de corps étrangers fait partie des dispositions de l'OACI, sans oublier la menace du risque animalier. Hygiène et sécurité à l'aéroport, c'est un dossier ficelé par Cher Bamagé et ça ouvre la série consacrée à cette question au Sénégal. L'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar enregistre quotidiennement un flux massif de passagers. Un aéroport stratégique, un hub dans le transport aérien. Vu sous tous ces aspects, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens en matière d'hygiène et de sécurité en se mettant aux normes internationales OACI. D'abord, sur le plan de l'hygiène, le dispositif de propreté est maintenu 24 heures sur 24 avec un personnel qui se relaie. Nous avions quand même mis en place différents secteurs qui sont notamment l'aérogare, le pavillon présidentiel, la voirie, piste et les bâtiments administratifs. Sur le plan sécuritaire, les FOD, débris de corps étrangers, sont ramassés sur le tarmac de l'aéroport et mis dans ces bacs FOD destinés uniquement à ces objets très dangereux. On les ramasse pour que les avions atterrissent sans dommage. Il y a des bacs qu'on appelle bacs FOD éparpillés au niveau de l'aire de trafic. Et ces bacs régulièrement
on vient récupérer le contenu et on fait des analyses. Après des analyses, on fait des partages. En avion, ça coûte cher. De surcroît, c'est moteur. C'est pourquoi, ici à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le commandant Thiam et son équipe luttent quotidiennement contre les oiseaux, favorisés par la présence de ce forail qui se trouve derrière le mur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il y a toutes les méthodes de lutte, avec d'abord ce générateur de son acoustique qui lance une détresse. Il y a également le son reptilien, mais aussi l'utilisation du fusil. Tout cela pour que les avions atterrissent sans problème à Dakar. Depuis lors, on a enlevé plus de 1000 tonnes, je dis bien plus de 1000 tonnes d'ordures ménagères sur la bande verte, 640 tonnes au niveau à l'intérieur de l'aéroport, sur le mur de clôture. Et ces ordures étaient déversées par les riverains. Donc on a eu à faire des campagnes de sensibilisation au niveau des riverains pour leur montrer le danger encouru avec la présence de ces ordures ménagères. On a également fait des opérations de grande envergure pour enlever tous ces ordures ménagères, pour rendre la sécurité de l'aéroport encore plus correcte. Sur la piste 1836, l'avion poursuit son roulement jusqu'à stationnement. Une fois les moteurs éteints, plus d'une trentaine de personnes sont mobilisées autour. D'abord, tout ce groupe, une dizaine de personnes vont monter et nettoyer l'intérieur de l'avion. Un autre procède à la vidange des toilettes, effectuée par ce camion. Tous ces équipements sont nécessaires. La vidange se fait conformément aux normes pour que rien ne s'échappe de la cabine WC pour se retrouver sur la piste. Une fois faite, on se rince les mains avec de l'antiseptique et le camion va déverser tout cela ici. Au même moment, un autre camion, Drinking Water Only, achemine de l'eau potable à l'avion pour faire du café et du thé pour les passagers. Et l'eau est contrôlée tous les 3 mois par l'Institut Pasteur. En dehors de la partie vidange, nous avons un autre camion qui est stationné de l'autre côté, qui donne à l'avion, qui livre à l'avion de l'eau potable. Et les deux opérations ne sont jamais faites en même temps, parce que celui-là s'occupe du vidange et l'autre de l'eau potable. Ça, c'est le traitement avion. De l'eau potable pour les toilettes, pour l'eau pour se rincer les doigts, de l'eau aussi pour le café et le thé qu'on sert dans les avions. Tous ces efforts fournis ont fini de donner le résultat aujourd'hui et c'est le constat fait par ces touristes étrangers. Tout est bien propre, il n'y a pas de déchets par terre, il y a des poubelles. Donc là-dessus, on se sent directement à l'aise lorsqu'on arrive. Quand on sort d'ici, il n'y a pas de saleté par terre, c'est propre. Et même à l'intérieur, quand on va aux toilettes, l'entretien est fait, les toilettes sont propres. Depuis 2012, l'aéroport international de Dakar applique les normes OACI, côté hygiène comme côté sécurité, pour donner corps à la vision du président de la République dans le domaine des transports aériens. Quand il y a eu le problème d'Ebola, nous avons installé des caméras thermiques qui ont permis d'identifier les gens qui avaient une température qui dépassait la normale pour être isolés. Et Dieu merci, nous avons réussi à relever ce défi parce qu'il fallait sécuriser à l'arrivée et rassurer au départ. Donc, ça sont des aspects qui étaient assez importants parce que nous avons une équipe médicale qui était là H24 pour assurer le bon déroulement des vols. Une fois que tout le processus d'hygiène est accompli avec succès, les passagers ont le droit d'être en sécurité dans l'avion. C'est à partir de là qu'on comprend l'importance de ces méthodes utilisées pour lutter contre les oiseaux, pour un voyage agréable dans les airs. Et tout cela concourt à promouvoir la destination Sénégal. Justement, dans ce même état d'esprit, la Direction générale de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et la Fédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme sénégalais réfléchissent pour établir de nouvelles stratégies à l'ordre du jour de cette rencontre, le crédit hôtelier ou l'allègement de la garantie, entre autres. Nous retrouvons Dame Silla.
Le crédit hôtelier a été le premier sujet passé en revue dans cette rencontre qui a réuni les différents acteurs du secteur touristique national. Aujourd'hui, il est estimé à 2,5 milliards de francs CFA. La somme est jugée insuffisante et les critères exigés pour en bénéficier les rendent presque inaccessibles. La réalité d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années, est différente de la réalité d'aujourd'hui. Nous devons constamment de nous redéfinir. Nous devons constamment de regarder le monde et même d'anticiper les enjeux que nous avons. Nous n'avons pas de solution miracle. La solution viendra de la collégialité, viendra également de tous les éléments qui constituent la chaîne de valeur du tourisme. Autre sujet abordé dans cette rencontre, la promotion touristique. Pour les acteurs, il faut définir de nouvelles orientations pour mieux vendre la destination Sénégal. On avait souhaité une zone économique spéciale pour relancer le tourisme à Casamance. Le chef de l'État a posé un acte concret dans ce domaine. Je veux dire, il y a quand même, il a aussi eu à présider le lancement de la saison touristique au niveau de Saly. Tout ça montre d'une volonté politique évidente que nous-mêmes, au niveau des professionnels du tourisme, nous reconnaissons. Mais il faut maintenant aller au-delà. Il faut maintenant que ces actes-là soient suivis. Il faut, je veux dire, qu'on ait effectivement qu'on puisse voir les choses. Il faut qu'on puisse sentir le miel sur la langue. Ça commence déjà, on peut en sentir le goût. Maintenant, il faut accentuer, renforcer la qualité, renforcer le dispositif. Et je crois que nous sommes à ce stade-là sur la bonne voie. Pour booster le secteur touristique, le ministre de tutelle a promis de faire bénéficier aux entreprises hôtelières une enveloppe de 637 millions de francs CFA. C'est la visite du ministre du cadre de vie dans les régions 3 étapes, Kaolack, Kaffrine et Fatick, où les menaces d'inondation sont réelles. Pour parer à toute éventualité, la question de l'évacuation des eaux est à prendre à bras-le-corps. Ousmane Noy. Après Dakar et sa banlieue, c'est au tour des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine de recevoir la délégation du ministère du cadre de vie et du renouveau urbain. Ici à Fatick, les urgences se comptent. Il faut procéder à l'excavation pour mieux faire face à d'éventuelles inondations. Après Fatick, sur la route de Kaffrine, cap sur Mbirkilane. Ici, le maire de la ville, comme les jeunes, s'engage à faire face à d'éventuelles inondations de concert avec le ministère du cadre de vie. En termes de prévention, ce que nous avons projeté de faire, c'est d'abord curer, nettoyer et ensuite informer les ASC pour qu'ils viennent en masse et être au chevet de la population. Un exemple qu'il faudra multiplier partout sur le plan national. Et quand même, c'est extrêmement important si l'autorité locale, qui semble être honorable député maire de la commune, nous parle aujourd'hui de l'implication de la jeunesse dans la lutte contre les inondations. Ça, c'est la participation citoyenne que tout jeune, toute génération de jeunesse doit pouvoir apporter pour son pays. Kaolack, jeune centre du Sénégal. Ici, nous sommes dans le bassin de Kaoun, pas loin de Sam. Le quartier, jadis considéré comme l'un des quartiers résidentiels de la commune de Kaolack, a fait face à des inondations. Toujours dans le sillage de prévention des inondations, ici à Kaolack, les travaux de voirie sont en cours dans le cadre du Promoville. Il y a des canalisations qui seront mises en place pour faire face aux eaux de ruissellement. Une manière de faire face aux problèmes récurrents d'inondation auxquels les populations kaolackoises sont souvent confrontées. Notre projet, il ne faut pas qu'il, dans sa conception générale, ne crée pas d'impact négatif sur les assainissements existants. C'est la première chose. Et deuxièmement, tous les bassins versants qui sont captés par les routes, on en profite pour les traiter. Donc on ne traite pas forcément que l'assainissement de la route en elle-même, on traite l'assainissement de tous les bassins versants qui versent naturellement sur la route à édifier. Et ces eaux-là sont collectées et sont drainées au niveau des exutoires naturels. À la fin de la visite, le ministre délégué chargé de la requalification et de la restructuration des banlieues a fait le point. Gorgui Ndong dira aux autorités locales que l'État prendra les mesures idoines pour mieux faire face aux éventuelles inondations dans cette zone centre, une zone si importante pour l'économie du Sénégal. Nous avons fait aujourd'hui 8 à 9 étapes où nous avons combiné avec les populations, accueillies par les autorités administratives et les autorités locales, identifier les points saillants. Les véritables problèmes que nous avons identifiés s'articulent autour
de l'aménagement des bassins pour augmenter la capacité des bassins de rétention. Visite préventive en style nouveau qui inspire les cultures locales. La zone centre visitée a montré l'engouement de toutes les populations à la base pour mieux prendre au sérieux la problématique des inondations et faire de ce phénomène un vieux souvenir. Lutte contre la cécité, la sensibilisation reste une bonne arme. À Rufisque, la Convergence des aveugles du Sénégal a organisé avec le district sanitaire une conférence sur les affections oculaires. Il ressort que la cataracte et le glaucome sont les plus graves menaces de cécité au Sénégal. Le dépistage permet de freiner la progression de ces maladies qui touchent beaucoup de Sénégalais. Omar Diawa. Un champ de vision divisé au moins par deux. Une jeune fille au regard éteint, des lunettes noires fumées qui n'aident pas à voir le chemin, des lentilles épaisses pour corriger des vices de réfraction. Ils sont nombreux au Sénégal à ne pas avoir 10 sur 10 d'acuité visuelle. En tête des causes de cécité, un trio. La cataracte, le glaucome et le trachome. Si la cataracte est une opacification et un durcissement du cristallin lié généralement à l'âge, le glaucome, quant à lui, est un mal silencieux, une augmentation de la tension oculaire pouvant abîmer le nerf optique et installer dans les ténèbres. C'est une maladie qui demande vraiment un traitement médical, donc, et faire tout pour se faire dépister très tôt pour ne pas aller vers la cécité. Quant au trachome, c'est une infection que des mesures simples permettent d'éviter. L'hygiène, le lavage du visage avec de l'eau, avec du savon. Cette activité de sensibilisation a été organisée avec la Convergence des aveugles du Sénégal. Nous avons tenu à organiser cette journée de sensibilisation sur la santé oculaire pour en fait jouer ce qu'on appelle la carte de la prévention plutôt que la carte curative. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Les sensibilisations constituent des moments forts pour partager avec la population sur les différentes manières pour éviter les maladies cécitantes. Le cas des albinos a retenu l'attention au cours des échanges. Ils sont exposés plus que les autres au soleil et aux UV, d'où l'intérêt d'avoir des lunettes adaptées. Au Sénégal, l'offre de soins ophtalmologiques est en train de s'élargir. Plusieurs programmes de formation de techniciens opérateurs de cataracte ont été menés pour faire reculer la cécité. Le cinéma sénégalais est dans une bonne ère. Propos du ministre de la Culture et de la Communication, Manik Ndiaye. Le ministre procédait à la remise de fonds et des résultats justement du fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. La cérémonie a été l'occasion de remettre des cartes professionnelles des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Jeanne Dior. Une cérémonie, 2 séquences. La première consiste à rendre public les résultats du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle de l'année 2016. Le comité de gestion a fait une présentation des nombres de projets reçus, la répartition des financements de films, séries télévisées, courts et longs métrages. 94 projets de production de films ont été reçus dans le cadre de cet appel. Ils se répartissent comme suit. 19 courts-métrages fiction, 12 courts-métrages documentaires, 18 séries télévisuelles de fiction et 2 séries documentaires. Le second appel à projets concernant les filières de la distribution, 48 projets ont été reçus. Ce fonds a soutenu des réalisateurs comme Alain Gomis avec son long métrage Félicité, doublement primé, à côté de 2 jeunes réalisateurs dont les œuvres ont été sélectionnées à la Berlinale ou au FESPACO. Avec 2 courts-métrages, une place dans l'avion de Khadiatou Sow et Khalé Bourir de Abdou Khadir Ndiaye. Cette production de l'enfant perdu a encore permis au Sénégal de s'illustrer sur la scène internationale. Je viens d'être primé au Festival de cinéma africain, asiatique et Amérique latine à Milan. Là-bas, j'ai eu meilleur film court-métrage et prix CINIT, l'Association nationale de la cinématographie italienne. Ces belles réussites, mesdames, messieurs, prouvent que nous avons au Sénégal un vivier de talents, auteurs, réalisateurs, acteurs, techniciens, producteurs, prêts à répondre à l'exigence toujours plus grande des cinéphiles et des téléspectateurs. J'invite les autres bénéficiaires du FOPICA 2015 à hâter la cadence. Sur les 32 projets appuyés en 2015, seuls 12
ont pu être terminés et livrés au comité de gestion. La remise des cartes professionnelles des métiers du cinéma et de l'audiovisuel a été la deuxième séquence de cette rencontre. Près de 150 dossiers ont été reçus, 92 ont répondu aux critères de sélection. Une remise symbolique a été faite à titre posthume à la mémoire des disparus qui se sont battus pour la structuration du 7e art sénégalais. J'exhorte donc les détenteurs de la carte professionnelle à redoubler d'efforts dans leurs tâches respectives et au respect des règles de déontologie de la profession, mais également à être plus productifs et plus compétitifs dans le marché national et dans le marché international de l'image. À ce stade précis, j'ai une pensée pieuse pour ces précurseurs et combattants du cinéma et de l'audiovisuel sénégalais disparus qui auraient souhaité être parmi nous cet après-midi. Le ministre de la Culture a annoncé le lancement prochain des financements du FOPICAT 2017 prévu au mois de mai. Mbagnick Ndiaye a par ailleurs donné des assurances sur la reprise des rencontres cinématographiques de Dakar en novembre 2017. Les agents de RTS Sédhiou ont tenu à célébrer les 2 ans d'existence de Sédhiou FM. Tout cela a commencé par une grande randonnée pédestre qui a vu la participation massive des populations, une manifestation qui a permis de revenir sur le rôle important de la radio pour le développement socio-économique de la région. Voici le reportage de Salou Seik. Des prières pour démarrer les activités marquant le 2e anniversaire de la RTS 4 Sédhiou. Pour l'occasion, l'imam Ratib et le curé, à côté du gouverneur, ont formulé des prières pour la réussite des activités. Après cette étape, place maintenant à la grande randonnée pédestre. Pour cette première édition, la mobilisation était au rendez-vous. Les Sédhiouis ont répondu massivement à l'appel des agents de la RTS. Ils ont pris d'assaut les locaux dès les premières heures. Mais avant le départ, des étirements pour réveiller les muscles. Après ces exercices, les randonneurs ont sillonné la ville de Sédhiou. Jeunes, adultes et personnes du 3e âge, tous ont arpenté les rues de la capitale du Pakao. Je suis venu participer à la randonnée pédestre organisée par la RTS 4. C'est pour vraiment saluer et magnifier cette initiative qui est une bonne idée et qui est une très bonne chose pour la population. Nous sommes très satisfaits parce qu'au moins pour une fois, on a vu une randonnée pédestre qui a compté autant de personnes et de tous âges compris. Et c'est pourquoi nous tenons à dire un grand merci aux gens de Sédhiou. Une forte mobilisation qui témoigne de l'intérêt que ces randonneurs accordent à la RTS. C'est normal que quand cette radio fête son anniversaire, que les populations se mobilisent, que les communautés se mobilisent, mais que les chefs de service aussi se mobilisent parce que c'est leur antenne, c'est là où les chefs de service passent leur message, c'est là où les chefs de service communiquent avec leurs cibles. Donc c'est très normal que nous puissions vraiment se mobiliser. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous d'être là, de communier avec tout le personnel de la RTS et toute la population de Sédhiou qui est fière de sa station, qui célèbre avec beaucoup de fierté de cette station, cette station qui est entrée dans la vie des Sédhiouas et des Sédhiouises et pour laquelle nous souhaitons beaucoup de succès dans l'avenir. Créée en 2015, la RTS Sédhiou joue un rôle important pour le développement économique de la région, une station de proximité qui porte les préoccupations des populations. Par cette mobilisation, en moins de 2 ans, nous avons pu aujourd'hui impulser la radio. Aujourd'hui, les programmes ont démarré, le journal a démarré. Avant c'est Sédhiou qui écoutait le monde, mais aujourd'hui c'est le monde qui écoute Sédhiou parce qu'avec mon équipe et le soutien de la direction générale, nous sommes arrivés aujourd'hui à insuffler une vie pour être au service exclusif des communautés de la région de Sédhiou. Nous avons senti l'engagement professionnel et la détermination des agents. Donc, dans le cadre de l'exercice de leur travail, de leur mission. Donc, c'est des agents qui sont constamment sur le terrain à la quête de l'information,
mais qui traite et diffuse également et surtout l'information de manière responsable. Il y a une grande mobilisation que j'ai trouvée ici. C'est un moment de communion pour la RTS en général, mais surtout pour les agents de Sédhiou. Des activités de ce genre, la RTS en redemande. Parce que c'est une façon d'abord de rassembler les agents, mais également de mobiliser la population derrière leur radio. La direction générale, en tout cas, nous a dit de transmettre un message, en tout cas, de sollicitude, mais également d'appui, et donc est décidé à accompagner cette radio, parce que cette radio, c'était une demande des populations. Outre cette randonnée, d'autres activités sont prévues pour la célébration du 2e anniversaire de la RTS Sédhiou. Parcours d'un journaliste autodidacte, c'est le livre que vient de publier Pape Ngagne Ndiaye de la TFM. Cérémonie de dédicace ce vendredi à la maison d'édition L'Harmattan. Fatou Saro. Cet ouvrage de 360 pages, préfacé par le journaliste Mamadou Ibra Kane, retrace le parcours professionnel de l'auteur. Autodidacte selon ses termes, il a fait ses armes dans différents organes audiovisuels. J'ai eu une formation de journaliste formé sur le tas. Alors je me suis formé de Oxygène à la TFM en passant par Walfadjri. Alors il y a assez de cours que j'ai appris. Donc c'est ce qui m'a poussé à écrire Parcours d'un journaliste autodidacte, par des cours donc d'un journaliste. C'est pour cela que j'ai mis le trait d'union entre le par et le cours. Dans ce parcours, il met en exergue une vingtaine de ses émissions et quelques-unes de ses convictions. J'ai transcrit quelques émissions de l'émission Faram Fatih. Aussi j'ai abordé une question comme la parité, que j'ai dit sur moi, que j'ai pris aussi sur moi pour dire qu'une parité absolue au Sénégal serait difficile. Au-delà de ça aussi, j'ai revenu un peu ce qui est la transhumance politique. J'ai fait d'autres réflexions concernant aussi notre corporation qui est le journalisme. Fort d'une expérience professionnelle de plus d'une quinzaine d'années, Pape Ngagne Ndiaye rappelle aussi à ses confrères la nécessité de prendre des précautions dans l'exercice de leur métier. J'ai parlé de nos rapports avec les politiques, parce que certes le politique est source du journaliste, mais le politique est à la fois ressource du journaliste. Il est le source, il a son intérêt personnel. Donc il faut aussi être prudent sur ça. Il est le ressource aussi du journaliste, le politique. Parce que aussi parfois, avec les difficultés que nous vivons, nous journalistes, un politicien peut abuser ou bien peut user de ça pour nous faire des choses qui ne sont pas vraiment des choses qui ne sont pas bonnes à faire. La cérémonie de dédicace s'est tenue ce vendredi à la maison d'édition L'Harmattan qui a publié ce livre. Elle a rassemblé politiques, hommes d'affaires, religieux, toute la famille de journalistes et de griots à laquelle appartient le fils de Boukounta Ndiaye. Tous ont loué son professionnalisme, son talent, son audace et sa persévérance. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Elle nous mène en Turquie, en Corée du Sud. Mais nous démarrons par Israël où des milliers de prisonniers palestiniens ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention. Le récit de Seydina Dunfal. Marwan Barghouti, leader palestinien condamné à perpétuité en Israël, a déclenché la grève de la faim de plus d'1 millier de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Ces prisonniers dénoncent leurs conditions de détention. Cette grève de la faim illimitée est lancée à l'occasion des commémorations de la journée des prisonniers observée chaque année par les Palestiniens depuis plus de 40 ans. Au lendemain de la victoire du oui au référendum sur le renforcement des pouvoirs du président Erdogan, la Turquie va prolonger l'état d'urgence en vigueur depuis le putsch avorté. Ce lundi, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé le président turc à chercher un dialogue respectueux avec tous les partis politiques. Park Geun-hye, l'ancienne présidente de Corée du Sud, a été formellement inculpée ce lundi par le parquet. En détention depuis fin mars, elle est poursuivie pour corruption, abus de pouvoir, mais également pour avoir divulgué des secrets d'État. Park Geun-hye est le 3e ancien chef de l'État à être arrêté dans une affaire de corruption en Corée du Sud. Finale de la Coupe du maire de Tchadiaï, Italie 2 et l'équipe championne, elle s'est imposée face à Diamono, score 3-0. De forts moments de communion au stade municipal de Tchadiaï, Tcherno Armadoussi.
À Tchadjaï, un stade municipal archi-comble. Sur les 23 équipes en compétition pour la Coupe du Maire, les vedettes en finale, Nyari Tali 2 en bleu et blanc et Diamono en rouge et noir. Ce match sera conduit par un trio arbitral féminin, l'attraction du jour. Tout au début, les deux équipes s'offrent un jeu rythmé de cafouillage. À la 30e minute, Nyari Tali 2 se distingue avec le premier but de la rencontre. La fête communale aux allures de manifestation départementale, parce que tout le département de Mbour est représenté, change de température et de rythme. À la mi-temps, des lots d'équipements sont distribués aux différentes équipes de la commune. À la reprise du jeu, Diamono s'éloigne davantage de la victoire avec une tactique qui ne rassure pas ses supporters. Pendant ce temps, Nyari Tali 2 confirme sa suprématie en aggravant le score à la 60e minute, puis à la 80e minute. 3-0, le score final. Une fête de la jeunesse que le maire a magnifiée et soutenue. Cette finale est un moment privilégié de communion entre les élus et les populations locales. Pour le maire de Tchadjaï, par ailleurs directeur de cabinet du président de la République, être proche de la jeunesse permet de décrypter ses préoccupations pour y apporter des solutions idoines. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le 18 mars 2018, c'est la date retenue pour le prochain Dakar de Médina Gounass. Clôture ce lundi dans la ferveur religieuse, prière, dévotion, prise en charge sanitaire, mesures de sécurité. L'édition de cette année aura marqué les esprits. Et puis, un tourisme à fort potentiel en quête de relance. L'envol du secteur échanté de DOS. Sa relance est dans la bonne voie, au-delà des mesures prises par l'État. Quel aspect privilégié? Question dans ce journal. Tourisme balnéaire ou d'affaires dans l'ère du numérique? Réponse dans cette édition avec ce reportage qui clôt la série sur le tourisme. Une autre série commence lundi, celle que la rédaction consacre à l'hygiène sous toutes ses formes. Premier site visité, l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Vous allez le voir, c'est tout un dispositif qu'on ne voit pas toujours, qui est mis en branle au quotidien. Bonsoir à tous. Fin ce matin du Dakar de Médina Gounass. Sur place, l'occasion a été saisie par les parties prenantes de procéder aux esquisses de bilan. Pour cette année, le service de santé est particulièrement mobilisé. Résultat des courses, plus d'actions réalisées en attendant l'édition de 2018 prévue le 18 mars prochain. 10 mars 2018, c'est la date retenue pour le démarrage du prochain Dakar de Médina Gounass. Révélation faite ce lundi matin, jour de clôture de l'édition 2017. 10 jours durant lesquels les fidèles qui ont fait le déplacement ont partagé d'intenses moments de dévotion. Pour l'accompagnement, les services techniques étaient au cœur de l'opération et parmi eux, la région médicale de Kolda. Les personnes consultées, les statistiques que nous avons eues ce matin, nous sont autour de 3000 personnes consultées, toutes causes confondues. Au-delà, effectivement, des cas liés au sinistre que nous avons vécu, les pathologies classiques recensées, c'est surtout l'hypertension artérielle qui vient. Il y a des cas de diabète, il y a également des problèmes liés au diarrhée, les cas de déshydratation, la fatigue, l'asthénie, donc, et les crises d'asthme, parce que c'est une zone où il y a du vent et de la poussière. C'est essentiellement les 5 à 6 pathologies qui ont prédominé un peu dans les motifs de consultation. Un dispositif qui a également aidé à atténuer les souffrances lors de l'incendie enregistré cette année au Dakar. En plus des équipes de santé, tout le monde s'y est mis pour concourir en tout cas à la gestion, tout cela avec donc la coordination intelligente des agents de santé, ce qui a fait que tous les malades, tous les blessés ont déjà bénéficié des premiers soins et du bon triage déjà sur le site du Dakar. Ce qui fait qu'au niveau de santé,
toutes les personnes qui ont été reçues sont arrivées déjà avec des voies veineuses qui ont été placées depuis le site. D'importantes mesures allant dans le sens d'une meilleure organisation de la retraite spirituelle sont annoncées par les pouvoirs publics. Des changements de ces écoles ont officiellement démarré avec la pose de la première pierre du Dara moderne de Taïba Niassène, cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation et le Khalif des Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Pape Kolingam. Taïba Niassène, localité située dans le département de Nioro, région de Kaolack. C'est dans cette cité religieuse de Maulana Cheikh Ibrahim Niass Tibaye que les travaux de construction des 64 Dara modernes prévus dans le cadre du projet d'appui à la modernisation des Dara sont officiellement lancés. Nous avons choisi de le faire ce jour en ce lieu parce que c'est une cité religieuse en présence du Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass qui aujourd'hui représente tous les Khalifs généraux du Sénégal pour que ces derniers prient pour que ce projet du président de la République puisse connaître un succès. Et nous avons attendu le début des travaux pour procéder à la pose de la première pierre. Ce projet est un projet important pour l'intégration de l'enseignement arabo-islamique dans le système éducatif de notre pays. C'est un projet de 10 milliards de francs CFA financé par l'État du Sénégal et par la Banque islamique de développement. Le Dara moderne de Taïba Niassène fait partie des 10 que compte l'Académie de Kaolack. Sa construction, financée à hauteur de 100 millions de francs, comprend plusieurs ouvrages. Le Dara moderne est constitué d'un bloc administratif, de 2 blocs pédagogiques, de 8 classes pour les Dara publics et de 5 classes pour les Dara non publics. Un bloc de 6 latrines disposant de 2 sections, filles et garçons, et d'une salle de prière, et enfin d'une aire de jeu. Il y a le type 1 qui est en construction à étage et le type 2 qui est en construction architecturale de rez-de-chaussée. La construction des 64 Dara modernes, dont 32 publics et 32 non publics, est le fruit de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et le groupe de la Banque islamique de développement. Cette cérémonie m'offre l'occasion de magnifier encore une fois l'excellence de la coopération entre le groupe de la Banque islamique de développement et la République du Sénégal. Cette coopération qui date de plus de 40 ans et qui n'a cessé de s'intensifier au fil des années. Mais xam-xam ci la population yi di yëkkatikoo ci la dooleeku am ci la nit ki di yëgee boppam ci la nit ki di sawar pour def ngeen def ci seen kattan def ci seen doole def ci seen temps dëgg-dëgg ñu ñoo am seen pay. ñu gërëmal ñu président ne ko mu ngi teew ak ñun comme ni mu bëggee teewee ak ñun tamit ñu ngi teew ak moom ndax dëgg-dëgg jox na Sénégal beneen kanam bu mu amutoon daal. Le PAMOD, projet d'appui à la modernisation des Dara, se déroule dans cette région du pays. Il va durer 4 ans et permettre l'élargissement. Un changement notoire devrait être visible dès le prochain Dakar, c'est-à-dire dans 11 mois. Le coordonnateur du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, Puma, est en tournée pour 3 jours au centre du pays. À Kaolack, la délégation a visité 8 villages frontaliers avec la Gambie. À Nioro, sur place, le contenu du programme a fait l'objet de débats. Les populations sont revenues sur les difficultés de leur localité et sur beaucoup d'autres questions. Claire Diop. Tournée d'information et de sensibilisation sur les missions et objectifs du PUMA, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers au centre du pays. Première étape, Nioro dans la région de Kaolack. Ici, 5 communes sont frontalières avec la Gambie. 8 villages ont été visités. Et dans ces localités, il est noté un manque criard d'infrastructures et d'équipements sociaux de base. Absence de centres de santé, de pistes de production d'électricité. La liste est longue. Pour les populations bénéficiaires, le PUMA vient à son heure. Sa mise en œuvre est une aubaine. Elle va permettre l'amélioration sensible des conditions de vie et de travail. Le problème numéro 1, c'est l'enclavement. C'est à la 5e place que se situe l'électricité. Donc, si aujourd'hui un tel programme nous vient avec des pistes et qu'ils disent que la priorité, c'est les pistes, donc nous ne pouvons qu'applaudir avec les 2 mains. Le comité de pilotage face aux populations a mis l'accent sur les 3 composantes du programme, désenclavement, développement durable et sécurité.
PUMA a été créé au terme du décret 2016-1543 du 3 octobre 2016, qui est une volonté politique de M. le Président de la République de désenclaver les zones frontalières, de doter ces zones frontalières des équipements et des infrastructures de base et d'assurer aussi la sécurité au niveau de ces zones frontalières. Une commission de suivi est installée dans chacune des 10 régions frontalières et les gouverneurs en assurent la présidence. Nous avons donc rencontré les populations, les bénéficiaires de l'action ou des actions du PUMA. Nous avons échangé avec elles et nous nous sommes rendus compte de visu, pour l'avoir constaté, donc de l'engouement suscité par le PUMA auprès de ces populations. Nous nous sommes également rendus compte de leur volonté d'accompagner le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement pour que les actions prévues dans le cadre du PUMA soient réalisées. L'équipe de Kaolack est plus que mobilisée pour la concrétisation du PUMA dans la zone. Le projet prend ainsi en charge les préoccupations. La démocratisation de l'accès et la diversification de l'offre éducative. Dans cette édition, nous recevons le professeur Lamine Gueye, recteur de l'université de Bombay, qui fête ses 10 ans à partir de demain. Bonsoir, monsieur Gueye. Bonsoir, monsieur Gueye. Bienvenue sur ce plateau. Alors, l'université de Bombay, on en entend parler, mais exactement, qu'est-ce qu'on procure comme enseignement là-bas à Bombay? L'université de Bombay, qui a 10 ans maintenant, est une université qui a travaillé dans l'ouverture de filières scientifiques innovantes et professionnelles. C'est une université entièrement STEM, Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques. Elle a 3 UFR et un institut de formation à distance. Dans le cadre de l'innovation pédagogique, les efforts ont été faits pour créer des filières qui répondent à la demande de l'emploi, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des entreprises. Je peux citer par exemple au niveau de la faculté des sciences, la filière licence et maîtrise en statistique informatique décisionnelle. Je peux citer au niveau de l'UFR de santé, la santé communautaire et la licence maîtrise développement durable qui vient d'ouvrir cette année. Je peux citer au niveau de l'UFR d'économie, management et ingénierie juridique, la filière ingénierie juridique, mais aussi la filière ingénierie du développement territorial. Donc vous voyez qu'un effort important a été fait pour proposer au Sénégal des cadres capables de répondre à ces questions de société. Un autre effort fait dans le cadre du pédagogique, c'est la pacification de l'espace universitaire, afin de pouvoir dérouler le programme conformément aux normes universitaires, c'est-à-dire commencer les cours début octobre et les finir le 31 juillet. D'accord. Alors vous avez combien d'étudiants? 3500 maintenant. Pour un corps professoral de combien de personnes? D'une centaine et 100 personnels administratifs, techniques et de services. Alors 10 ans après, quels sont justement les investissements qui ont été faits et pour quelle performance? Alors, l'une des difficultés de l'université de Bombay à son ouverture, c'était le manque en infrastructure. Mais depuis 3 ans, l'État a décidé d'accompagner cette université par un investissement massif qui nous permet d'acquérir des amphithéâtres, des salles de cours, des salles de travaux pratiques, des logements pour les enseignants, un centre universitaire, un restaurant. On peut évaluer à l'heure actuelle l'investissement de l'État à Bombay à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Je crois que depuis que l'université existe, c'est la première fois qu'un tel investissement a été consenti en 3 ans. De plus, l'État nous a accompagnés. Des populations concernées, la vision est l'expression d'une ambition réelle de l'État du Sénégal de promouvoir un développement harmonieux et équilibré du pays. Pour une meilleure prise en charge des populations au niveau social, sur le plan social, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a tenu un atelier d'échange de 2 jours. Il a pour thème de la croissance économique inclusive, initiative
conjointe pour la convergence locale et le changement d'échelle. Voici le reportage de Fatoumata Savani. Dans une dynamique de fédérer toutes les synergies pour une meilleure couverture sociale des populations vulnérables, la Délégation générale de la protection sociale et à la solidarité nationale et ses principaux partenaires sont en conclave pour 48 heures afin de définir les perspectives pour que la protection sociale reste une des priorités pour le gouvernement du Sénégal. Le programme alimentaire mondial, au niveau global, s'est engagé d'accompagner les gouvernements dans la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 2, qui consiste à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Ensemble, faire une cartographie. Qui fait quoi? Qui intervient? Quel type d'action? Quel type de protection sociale est mise en œuvre au Sénégal. La deuxième chose, c'est ensemble voir est-ce qu'il y a des axes de synergie possibles, est-ce qu'il y a des axes de convergence possibles. Et alors, une fois que cela aura été identifié, comment pouvons-nous ensemble aller vers un changement d'échelle? Ces journées de réflexion au profit du renforcement de la politique de la protection sociale seront un tremplin vers la croissance économique inclusive. Maintenant, on parle beaucoup plus donc de protection sociale avec une approche cycle de vie. La protection sociale, c'est beaucoup plus un investissement humain. Et dans le PSE, vous êtes donc en mesure de décortiquer. Donc le président de la République a défini donc l'investissement autour du capital humain donc sénégalais. Et donc ça permettrait donc de couper donc le cycle vicieux de la pauvreté. Et tout cela fait que donc ce sont des investissements forts dont on a besoin et nous devons être ensemble, mettre à synergie parce que nous ne pouvons pas nous permettre en tout cas d'avoir des initiatives éparpillées, d'autant plus que nous n'avons pas les moyens. La protection sociale connaît des avancées telles que la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances ou encore les bourses familiales. Mais pour les participants, il y a encore à faire pour assurer de meilleures conditions de vie pour les populations vulnérables. Le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la Banque islamique de développement, va investir 10 milliards de francs CFA pour la construction de 64 daras modernes. Les travaux de construction